Alors pour clôturer cette première journée, nous allons parler géopolitique. Je suis très heureuse de recevoir le capitaine de vaisseau Yann Briand. Alors commandant, je vais faire un très bref résumé de votre impressionnante carrière. Vous avez une première partie de carrière très opérationnelle en tant que pilote d'hélicoptère à bord de bâtiments français, mais aussi anglais et allemands. Vous avez ensuite touché à la diplomatie, aux relations internationales, au Brésil, au sein de l'Union européenne, jusqu'à occuper un poste au cabinet du président du Conseil de l'UE. Vous avez ensuite commandé différents bâtiments et plus récemment la base aéronavale de Hyères. Vous êtes aujourd'hui chef du bureau stratégie et politique du cabinet du chef d'état-major de la Marine nationale. Alors, on a déjà pas mal évoqué le sujet de la guerre en Ukraine depuis ce matin. Moi, je voulais savoir comment vous l'aviez vu arriver. Alors, le 24 février dernier, à l'aube, Vladimir Poutine a déclenché une opération militaire sur l'Ukraine. Malgré la tension croissante des jours précédents, certains ont été surpris. Alors, est-ce que vous avez été surpris? Et quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation géopolitique? Je vous cède la scène et le micro. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce forum pour me permettre d'intervenir, parce que je pense que le monde de l'assurance maritime et le monde de la marine ont beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à se dire, et peut-être que la connaissance mutuelle est sans doute d'ailleurs à accroître. Et donc c'est une très belle opportunité qui m'est donnée là de vous présenter les enjeux pour la marine et donc de répondre à votre question déjà très directement sur l'Ukraine. Alors est-ce que nous avons été surpris? Oui et non. En décembre dernier, l'amiral Vendier avait signé, donc le chef d'état-major de la marine, un papier qui évoquait le retour du combat naval que nous avions assez largement diffusé, notamment auprès de nos partenaires, qu'ils soient britanniques ou américains, et qui évoquait justement ce retour de confrontation sur mer. Donc la tendance était observée et nous nous y attendions. En revanche, pour ce qui est précisément de ce conflit en Ukraine, alors que beaucoup d'informations circulaient, notamment de nos partenaires américains, je pense qu'on a fait tous preuve d'une espèce de biais cognitif qui était que cette guerre coûterait trop cher, que pour Vladimir Poutine, cette aventure était déraisonnable d'un point de vue, je dirais presque économique. Or, on s'est rendu compte que finalement, le fer vaut plus cher que l'or au Kremlin. Je reprends là une citation d'un article que j'ai lu récemment. Donc nous avons été d'une certaine manière, oui, effectivement, assez surpris par ce conflit qui vient accélérer des tendances que nous avions observées. Et c'est ce que je vous propose de vous présenter sur les slides qui suivent. Je propose d'aller au slide suivant. Voilà, donc ce sera en 3 points. La déclaration de ce contexte géopolitique qui est assez inédite, au moins dans les... D'accord, merci. Parfait. Dans les 30 dernières années. Et puis ensuite, comment les principaux défis pour la marine dans ce contexte, et enfin, comment nous y répondons. Alors, vous avez sur ce slide, finalement, quelques images qui résument l'activité de la marine dans les 30 dernières années. Un spectre assez large, vous voyez, de la police des pêches jusqu'à ce que nous appelons la projection de puissance, donc l'envoi des avions de Charles de Gaulle pour aller lutter contre le terrorisme au-dessus du territoire de différents pays, ou depuis nos frégates pour aller attaquer directement la côte de certains de nos compétiteurs, en passant par le trafic de drogue qui a littéralement explosé. Nous avons l'année dernière doublé les quantités de drogue saisies en mer. Donc nous sommes passés à 41 tonnes de drogue, cannabis, cocaïne et puis héroïne et des drogues de synthèse. Et la lutte contre le terrorisme, bien sûr, que vous voyez sur cette image centrale. Le fil conducteur de toutes ces opérations, c'est que la mer, à l'époque, était considérée comme un sanctuaire. Nous n'envisagions pas dans nos scénarios d'être contestés en mer. Cette chose a totalement disparu maintenant. Il y avait autour du Charles de Gaulle, le 24 février, alors qu'il était en Méditerranée orientale, 20 frégates russes qui étaient autour, ce qui est quand même beaucoup, vous le reconnaîtrez. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce nouveau cycle géopolitique? Comme dans vos mondes, je pense, respectifs, une évolution incroyable de la technologie, que ce soit dans le monde de la cyberdéfense et de la cyberattaque, dans le monde des drones, bien sûr. On assiste à une accélération de ce tempo technologique et il nous faut absolument garder ce tempo pour rester dans la course. Nos compétiteurs vont très très vite sur ces domaines. Vous avez aussi un deuxième point qui le caractérise, c'est la volonté politique. Il y a une certaine désinhibition de l'emploi de la violence.
une volonté de travailler sur le fait accompli et de remettre en cause les droits, le droit international, les normes qui finalement nous permettaient d'évoluer dans un monde un peu plus sûr, je pense, dans les années précédentes. Vous avez là quelques exemples. Vous pouvez par exemple voir tout en bas à gauche cet îlot de la mer de Chine méridionale transformé en base aéronavale par la Chine. Vous avez également à côté une flottille de navires de pêche. Donc cette forme de contestation est assez hybride en fait. Elle ne se fait pas nécessairement avec des porte-avions. Elle peut très bien se faire avec une flottille de pêche qui, du jour au lendemain, arrive devant la zone économique exclusive d'un pays, comme ça s'est passé en Argentine il y a à peu près un mois maintenant, 1 ou 2 mois. C'est par exemple ce navire d'exploration pétrolière turc qui est escorté en Méditerranée orientale par 5 frégates différentes pour aller faire son travail. Autre élément extrêmement important de ce nouveau contexte, c'est le dérèglement climatique. Alors la route du Nord, qui potentiellement pourra peut-être s'ouvrir un jour, et si elle s'ouvre au trafic maritime, elle se sera ouverte bien avant au trafic militaire. Et puis l'ensemble des événements climatiques violents que l'on rencontre notamment dans nos DROMCOM, pour lesquels il nous faut, nous, Marine nationale, mais les autres armées également, intervenir de plus en plus fréquemment. Un point également qui caractérise ce cycle géopolitique, c'est le réarmement naval sans précédent. Alors là, j'ai la carte de l'Indo-Pacifique, j'aurais pu vous présenter celle de la Méditerranée. Vous voyez, pour la Chine, nous sommes passés entre 2008 et 2030 à plus 138% du tonnage de sa marine. Tous les 3-4 ans, elle recrée une marine française. Il y a une semaine, elle a mis à flot son 3e porte-avions. Son premier porte-avions est un porte-avions acquis à l'étranger qu'elle a restauré. Le deuxième est une copie conforme du premier. Et le 3e, qui fait 80 000 tonnes et qui a des catapultes électromagnétiques, est comparable au dernier porte-avions américain. Nous aurons, nous, France, des catapultes électromagnétiques quand le successeur du Charles de Gaulle sera admis au service actif en 2038. Vous voyez donc là une évolution tout à fait incroyable en une décennie de la marine chinoise. L'ensemble des marines de la zone se réarment. Alors on pourrait penser que c'est une volonté de soutenir une économie, de technologie nationale. Cet argument-là, évidemment, vu les investissements colossaux qui sont consentis, n'est pas suffisant. Il y a un élément évidemment de prestige national, mais lui aussi n'est probablement pas suffisant. Il y a sans doute, et c'est ce que l'on craint, une volonté d'utiliser ces moyens navals. Alors pas forcément pour les combattre, ça peut être tout simplement une politique du fait accompli, ce qu'on appelait avant la politique de la canonnière. Et puis pour d'autres États, le risque bien compris est donc la volonté de s'armer pour s'en prémunir. Le monde des porte-avions n'est pas exempt de ce réarmement naval. Je vous le disais, pour la Chine, le 3e vient d'être mis à flot, le 4e et les premières tôles ont été découpées. Le Japon a fait énormément d'efforts également pour transformer certains de ses navires pour accueillir des F-35. C'est là aussi un réarmement massif qui est à peu près visible partout dans la planète. Alors cette carte, j'espère qu'elle corrobore un peu la carte des risques que vous pouvez faire, vous, dans vos différents métiers. Je vais m'y appesantir un petit peu. C'est la carte des zones de tension sur lesquelles la marine française intervient. Si je commence par la plus à l'ouest, vous voyez donc la mer de Chine méridionale, où on patrouille assez régulièrement. Vous pourriez vous dire, c'est très loin la mer de Chine méridionale, à quoi bon envoyer des moyens de la marine française dans cette zone, avec les Américains, les Britanniques notamment, mais d'autres nations. C'est en fait fondamental parce que, en remettant en cause la liberté de navigation en haute mer, comme le fait la Chine, eh bien, elle crée là un précédent que d'autres nations pourraient être ensuite intéressées ou vouloir mettre en pratique dans d'autres zones, en Méditerranée par exemple, et là ça nous touche beaucoup plus directement. Vous voyez sur cette carte également notre zone économique exclusive, et vous le savez, c'est la 2e au monde, elle fait 11 millions de kilomètres carrés. Alors certains disent d'ailleurs à très juste titre que ça n'est pas la 2e mais la première, parce que la première c'est celle des États-Unis, elle est le long du littoral américain. La nôtre, elle est répartie dans le monde entier, et c'est de là un atout incroyable pour la France. Ça nous permet de parler avec des voisins aussi étonnants que le Brésil, le Mozambique, les îles Salomon, n'importe quel autre pays. Nous sommes légitimes parce que nous sommes présents dans tous ces océans. L'amiral Vendier est actuellement président de l'Indian Ocean Naval Symposium, qui est le symposium des marines de l'océan Indien. Il a récupéré cette présidence de l'Iran. Et donc, vous imaginez que la cérémonie avait une saveur tout à fait particulière. Mais dans ce forum, eh bien, effectivement, les chefs d'état-major de marine se parlent, et nous pouvons le faire parce que nous avons la réunion dans l'océan Indien. Donc c'est véritablement une vraie richesse, sans parler des nodules polymétalliques et autres richesses dont vous avez sans doute entendu parler. Ce sont des richesses que pour le moment nous parvenons à protéger, alors avec les moyens relativement limités que nous avons dans ces zones, mais qui sont suffisants pour le moment, et des moyens satellitaires qui sont extrêmement utiles pour aller chercher là où il le faut et intervenir là où il le faut, face aux menaces et face aux risques de prédation que l'on connaît.
La question qui se pose, c'est si ces prédations augmentent, s'il y a une pression plus importante sur nos ZEE, parce que, par exemple, le dérèglement climatique bouge les ressources halieutiques et qu'elles viennent plus chez nous et moins ailleurs. Est-ce que nous serons capables de protéger encore nos zones? C'est une vraie question. Si on continue à se déplacer vers l'Est, on arrive vers les Antilles, et donc je vous parlais du narcotrafic, qui est une vraie menace. Si vous lisez le livre de Thomas Gomard, qui s'appelle qui a été émis très récemment, vous pourrez dire que le narcotrafic est finalement considéré comme une menace à part entière, au même titre que les menaces que peuvent représenter un certain nombre des guerres invisibles. Voilà le titre que certains autres États que d'autres États peuvent présenter pour la nation française. C'est véritablement maintenant un acteur colossal en termes de sécurité. Alors, si on traverse l'Atlantique, vous voyez l'ensemble de ces câbles sous-marins qui maintenant sont un enjeu extrêmement important. Vous savez que 97% des informations Internet passent par ces câbles. Alors, j'aurais tendance à dire que si un jour ils sont coupés et que mes filles vont moins sur TikTok, ce serait une très bonne nouvelle. En revanche, si effectivement les transactions bancaires ne peuvent plus se faire, ou simplement ne peuvent plus se faire à la vitesse à laquelle elles se font à l'heure actuelle, ce sera déjà très embêtant pour nos économies. Or, si vous coupez non pas l'ensemble des câbles, ce qui est tout à fait illusoire, mais seulement quelques câbles et les bons, vous pouvez arriver effectivement à ralentir le flux de données, et déjà ça, ce sera très embêtant pour nos économies. J'ai mis un petit sous-marin que vous devinerez russe en haut de l'Atlantique, parce que dans cette zone-là se joue, et c'est de la source ouverte, ça avait été révélé dans Le Monde il y a maintenant 2 ans, une compétition assez importante qui sollicite beaucoup nos moyens. La dissuasion nucléaire française est globalement déployée dans cette zone avec nos sous-marins nucléaires. Il est bien évidemment hors de question que des sous-marins russes se mettent derrière. L'enjeu est le même pour les Britanniques ou les Américains, et donc on s'efforce très régulièrement d'écarter ces sous-marins et s'assurer que les nôtres sont bien dilués, comme le jargon technique appelle cette manœuvre. On revient maintenant un peu plus bas. Vous avez le golfe de Guinée. Alors, je crois qu'il y a quelques représentants des États de l'Afrique de l'Ouest qui sont ici, et peut-être qu'il y aura certaines questions qui viendront, mais en partenariat avec ces États, nous travaillons sur la lutte contre la pêche illégale et la lutte contre la piraterie également, qui est un sujet, je pense, qui vous concerne. Et c'est un enjeu majeur pour nos économies et bien évidemment pour les États de la région, notamment la lutte contre la pêche illégale, qui est un vrai sujet extrêmement important. On arrive en Méditerranée, les conflits en Libye et en Syrie qui ne sont absolument pas résolus, la guerre en Ukraine, j'y reviendrai, qui est un sujet bien évidemment, un facteur de déstabilisation majeur. Et puis si on descend ensuite, on arrive sur la mer Rouge, qui est un enjeu aussi, avec ce qu'on appelle les choke points, des détroits, dont Bab el-Mandeb, qui est juste devant le Yémen, qui est en guerre, et donc un endroit où le trafic commercial, vous le savez, passe, et notamment le flux énergétique. Or, avec la crise ukrainienne, eh bien, nous sommes dans une phase de décontinentalisation des flux énergétiques pour l'Europe, ce qui veut dire que beaucoup plus d'énergie viendra du Golfe Persique. Et donc, il nous faut effectivement protéger ces routes contre eh bien, potentiellement des agressions qui pourraient arriver, non peut-être pas directement par différents États, mais par ce qu'on appelle des proxys, et qui pourraient perturber ce trafic. On arrive au Golfe Persique avec l'accord sur le nucléaire iranien qui est plus que mal en point. Et enfin, l'océan Indien, avec notamment ce trafic d'héroïne qui part d'Afghanistan et qui, malheureusement, irrigue et corrompt beaucoup de pays de la zone sud-africaine, Madagascar notamment. Et puis, la Réunion n'est pas très loin, elle en est pour le moment préservée, mais il ne faudrait pas qu'il descende jusque-là, pour ensuite repartir vers l'Europe ou vers les États-Unis. Alors, je suis désolé, je ne vous donne pas beaucoup de bonnes nouvelles sur cette carte, j'en suis profondément désolé, mais c'est un peu mon quotidien en ce moment. Voilà. Un autre sujet qui est essentiel, mais je pense qu'il est aussi une préoccupation que vous partagez, c'est la maîtrise de la donnée maritime. Il est essentiel pour nous de comprendre ce qui se passe. Et alors, comprendre ce qui se passe, ça passe tout simplement déjà par l'analyse de tout ce qui est en source ouverte, les informations fournies par l'AIS ou par d'autres systèmes d'observation, pour nous, et avec de l'intelligence artificielle, nous permettent ensuite de détecter ce qui n'est pas normal. Le navire qui va couper son AIS, celui qui annonce une destination qui n'est pas conforme au cap qu'il a pris. Et toutes ces informations-là sont fusionnées dans un centre qu'on appelle le MICA Center, qui commence à avoir une renommée internationale assez forte. Pour vous donner un exemple, récemment, un navire a été approché par ce que l'on pense être des pirates du côté de Bab el-Mandeb, et l'armateur a eu le réflexe d'appeler le MICA Center, qui a permis ainsi de détourner une frégate italienne qui était en opération, pour aller s'assurer que tout se passait bien. Donc ce centre est vraiment dans l'écosystème global et mondial de la fusion de données maritimes. Et nous avons des officiers de liaison en Inde. Il y a Singapour qui est vraiment en Indo-Pacifique the place to be pour avoir accès à ces informations et qui nous permet donc d'avoir accès à un flux extrêmement important de données maritimes. Vous avez également d'autres centres, un à Madagascar qui a été mis en place grâce au soutien de l'Union européenne qui est assez efficace également. Quelques éléments sur l'Ukraine, parce que je pense que vous avez peut-être en tête effectivement ce conflit bien évidemment et le rôle que la marine peut jouer.
En fait, la chose que nous a rappelé ce conflit, alors qu'on commémore, ironie de l'histoire, les 40 ans de la bataille des Falklands, c'est la fulgurance, la violence et l'attrition d'un combat naval. Si l'on regarde ce qui s'est passé aux Falklands, les Britanniques ont perdu, donc coulé ou ont été gravement endommagés, 23 navires. 23 navires, c'est colossal. La marine française possède à l'heure actuelle 15 frégates de premier rang, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur des choses et de quoi nous parlons. Autre élément qui a été très marquant pour la dimension navale de ce conflit, ça a été très rapidement le dialogue nucléaire qui s'est mis en place entre les nations de l'OTAN et puis Vladimir Poutine, qui a fait appareiller jusqu'à 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins au début de la crise, et d'autres réactions côté occidental que je ne détaillerai pas, mais il y a très rapidement eu ce dialogue qui s'est mis en place. Un élément pour la marine qui était fondamental, c'est que nous avons été, alors que nous l'étions avant la crise, nous l'avons été durant la crise, au contact direct des forces russes, de ces fameuses frégates qui étaient autour du Charles de Gaulle et du Truman, qui était le porte-avions américain qui opérait aussi dans la zone. Et donc ça nous a permis au quotidien de voir l'évolution du comportement des forces russes, des canaux de déconfliction qui pouvaient être mis en place. C'était extrêmement précieux donc par ces signaux faibles de comprendre effectivement quel était le positionnement des Russes. La mer est en fait un espace extrêmement utile pour que les États expriment leur volonté. Il est beaucoup plus difficile d'amener des chars russes devant la place de la cathédrale à Strasbourg. C'est un peu signant et un peu trop lourd comme signal. En mer, vous pouvez faire énormément de choses différentes. Vous pouvez accrocher conduite de tir une frégate, vous pouvez vous mettre devant très près, vous pouvez lui couper la route comme les gardes-côtes chinois peuvent le faire quand on passe en mer de Chine méridionale. Tous ces signaux sont autant de signaux que vous pouvez envoyer, signaux politiques, que vous envoyez au camp d'en face. Une question qui se pose avec ce conflit, mais nous l'avions anticipé, c'est finalement, pendant 30 ans, les opposants que nous avons rencontrés, c'était par exemple les pasdaran iraniens, c'était des pirates en Somalie, c'était des forces légèrement armées face auxquelles, si quelque chose arrivait, on pouvait accepter pleinement le principe de légitime défense. C'est-à-dire qu'on recevait la première rafale d'armes automatiques et ensuite nous pouvions riposter, nous étions pleinement légitimes. Face à un croiseur chinois qui a 112 silos verticaux, alors que les nôtres en ont 32, eh bien, la question de répliquer est un peu plus délicate à aborder. Et donc se pose la question d'ouvrir le feu en premier. Et vous imaginez bien qu'en termes de droit international, en termes d'engagement politique, la question est tout à fait délicate et ne peut être tranchée de manière aussi simple que ça. Mais c'est une vraie question à l'heure actuelle. Et donc ça résume un peu ce que je peux vous dire. Effectivement, on est dans un monde où le droit pèse moins que la force brute que vous pouvez mettre en face et la politique de fait accompli. Ce qui est tout à fait regrettable. Enfin, ce qu'on a pu voir finalement dans ce conflit, dans ce début de conflit, c'est que le format de la marine était cohérent. On a tous les outils qui permettent de répondre à ce genre de crise. On a un porte-avions, on a des sous-marins nucléaires, des chasseurs de mines également s'ils veulent faire des choses au large d'Odessa. Le format est donc cohérent. Se pose peut-être la question effectivement après de son épaisseur, mais en tous les cas, en termes de briques technologiques que l'on possède et pour lesquelles on s'entraîne régulièrement, nous avons effectivement l'ensemble de ces moyens. Et enfin, un dernier point, et finalement c'est un fil conducteur avec la conférence précédente, la coopération. Je ne citerai pas Henry Ford, mais je trouve que la citation était très juste. La coopération est essentielle. Bien évidemment, ce n'est pas la France qui va aller résoudre ces crises tout seul, que ce soit au large de l'Afrique avec nos partenaires africains, mais pour des choses beaucoup plus compliquées face aux Russes, potentiellement face à la Chine, si jamais les choses devaient s'envenimer en Indo-Pacifique, bien évidemment, c'est avec des partenaires que nous ferions face à ce genre de crise. Alors, pour vous résumer, à quoi pourrait, selon nous, ressembler le jour d'après, une fois la crise en Ukraine terminée, nous pensons que la politique de la Russie, la vision géopolitique de la Russie ne s'arrêtera pas avec cette crise ukrainienne. Il y a une vraie volonté de peser sur la scène géopolitique et de rester au moins un minimum un perturbateur, que ce soit en Atlantique Nord, que ce soit avec les câbles sous-marins ou avec d'autres actions qui pourraient être menées. La situation actuelle de blocus naval imposé par la Russie en Ukraine entraîne ensuite des crises alimentaires que l'on craint. Et vous vous souvenez que la plupart des déstabilisations d'États africains, du Nord-africain dans les années précédentes étaient dues à des famines, à des émeutes de la faim. Et ce que l'on peut craindre à terme, ou même à très court terme, c'est le renouvellement de ce genre de crise. Vous avez tous les pays du Golfe arabo-persique aussi qui sont dans une situation qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Quelques signaux qui indiquent effectivement, non pas un retournement d'alliance, mais en tous les cas un intérêt marqué pour un renforcement des alliances avec la Russie, avec la Chine pour un certain nombre de raisons, et donc peut-être un poids moindre des nations occidentales dans cette zone, et c'est pour nous effectivement, alors que l'on dépend en partie des approvisionnements énergétiques de cette région, une vraie source d'attention.
Et je terminerai par ce qu'on appelle une volonté d'opportunisme chinois. Alors le terme est peut-être mal choisi, mais vous pouvez noter en tous les cas un activisme politique de politique étrangère chinois très fort à l'heure actuelle vers de nombreux pays pour essayer de les rallier, essayer de créer peut-être un bloc d'États qui serait, si ce n'est opposé, en tous les cas non aligné avec la vision occidentale actuellement de la crise et puis de ce qui pourra venir ensuite. Le scénario le plus cauchemardesque auquel on pourrait arriver serait un découplage total des économies en deux blocs et donc effectivement une confrontation qui se ferait de manière plus ou moins directe comme on a pu le connaître durant la guerre froide. Voilà, donc pour résumer un peu ce cycle géopolitique, on est vraiment arrivé dans quelque chose de tout à fait nouveau. Alors la lutte contre le terrorisme n'a pas disparu, mais vient se surajouter à ça une véritable compétition entre nations, qui est vraiment maintenant le fait majeur qui va dimensionner nos réflexions, l'engagement de nos armées, et puis peut-être effectivement leur format. Alors je vous ai rajouté en dessous quelques lectures si vous le souhaitez. Si vous voulez vous détendre le week-end, je vous propose 2034, qui est un livre américain sur la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Sans vous dire exactement à la fin, ça se finit très mal. Voilà. Mais l'Inde joue un rôle très particulier qui est intéressant à suivre dans ce livre. Voilà. Les principaux défis pour la marine française. Le premier, il est technologique, je vous le disais. Ça évolue très rapidement et dans tous les sens. Et il faut pour nous, effectivement, garder le rythme. Ça peut être, par exemple, sur les armes à énergie dirigée. Donc ça veut dire équiper, non pas les frégates qui arriveront dans 10, dans 15 ans, mais puisque les crises sont maintenant, équiper le matériel dont on dispose avec des lasers qui sont capables de traiter un certain nombre de cibles, notamment des essaims de drones. Les drones, justement, sur lesquels la marine française est sans doute assez en retard, principalement pour des questions normatives. On a du mal à avancer aussi vite que nos compétiteurs ou partenaires ou alliés. Je peux citer le cas de la Turquie, par exemple, qui s'est vu refuser l'importation de chasseurs de dernière génération américaine, le F-35, et qui a décidé de développer en national des drones à aile fixe qui apponteront sur un de ces porte-avions amphibies qui est donc transformés en petits porte-aéronefs de porte-drones. Et c'est une ambition assez rapide puisqu'ils veulent mettre ça en service en 2025. Vous voyez, 2025, c'est demain. Le cyber, j'en ai parlé, la guerre électronique qui est un sujet aussi. Tout ce qui est hybridité, donc finalement tout ce qui est conflit sous le seuil, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour répondre à, comme je vous le disais, une flottille de pêche qui va arriver devant nos ADE et qui va piller nos ressources, et puis d'autres méthodes d'hybridité. Les fonds marins qui est un vrai enjeu, et d'ailleurs de manière plus globale et pas seulement pour la marine, vous avez noté que le plan France 2030 consacre une ligne et quelques milliards aux fonds marins pour son exploration, et la marine est partenaire de ces efforts, et c'est une très bonne chose. Et enfin, le renforcement de nos moyens outre-mer, parce que nos moyens sont dimensionnés pour finalement les crises que l'on a connues durant les 20 dernières années. J'ai eu la chance de commander une frégate outre-mer. Je dirais que le système d'armes principal de mon navire, c'était mon pavillon français. Ça n'est plus suffisant à l'heure actuelle, donc on va vers des bâtiments plus lourdement armés, également outre-mer. Voilà, le deuxième défi, il est RH. Nous recrutons très bien depuis 3-4 ans. La jeunesse française, peut-être parce qu'elle veut donner du sens à son engagement, nous rejoint massivement et c'est une très bonne chose. En revanche, on a encore du mal à garder nos marins les plus anciens et les plus expérimentés, qui sont sans doute fatigués par une vingtaine d'années de RGPP, de réformes, de politique où il fallait faire mieux avec moins, avec un tempo opérationnel qui, lui, n'avait pas faibli. La moyenne d'âge à laquelle on quitte généralement la marine, c'est 39 ans. Eh bien, ils nous quittent un peu plus tôt et c'est un vrai sujet, donc on en arrive à un déficit de 10%. Et quand je dis que les marins nous quittent à 39 ans, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les femmes, elles, nous quittent à 33 ans. Et c'est un vrai défi. Il faut qu'on adapte nos cursus pour que les femmes restent au sein de la marine jusqu'à 39 ans également. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire et qui sera, à mon avis, extrêmement utile et qui nous permettra peut-être d'aller au-delà de 15% de femmes dans la marine, alors que tous les postes et toutes les fonctions leur sont maintenant ouvertes. Autre défi, nous avons 50 métiers différents et parfois des métiers qui se comptent sur entre 5 et 10 personnes. Des officiers d'appontage sur le Charles de Gaulle, nous en avons moins de 10. Vous imaginez bien que le départ d'un officier d'appontage peut être extrêmement dimensionnant pour la suite de notre activité. Des ingénieurs nucléaristes sur le porte-avions ou sur nos sous-marins sont aussi des capacités extrêmement précieuses. Alors comment on répond à tout ça ? Eh bien, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Vendier, a émis il y a maintenant 1 an et demi un plan qui s'appelle Mercator Accélération, avec 3 grands axes. Une marine de combat, vous l'aurez compris, le contexte géopolitique nous l'impose, une marine en pointe et une marine de tous les talents, c'est-à-dire effectivement s'assurer que notre politique RH nous permet véritablement d'extraire et de tirer le meilleur profit de l'ensemble des talents et donc éviter des cursus trop
trop figé, trop monolithique pour permettre effectivement un certain nombre de passerelles, voire des allers-retours, pourquoi pas, entre le monde civil et le monde militaire, pour enrichir un peu nos marins encore, et puis aller vers des compétences plus fortes. Pour ce qui est de la marine de combat, peut-être en avez-vous entendu parler, en novembre dernier, on a conduit notre premier exercice dans cet esprit qui s'appelait Polaris, qui a rassemblé 6000 marins français, mais également britanniques, américains, espagnols, italiens, grecs. Et cet exercice avait comme volonté finalement de laisser au commandant d'unité une bien plus grande marge de manœuvre comme on le faisait dans l'exercice précédent. Et on a innové sur un certain nombre de choses, notamment, peut-être entendez-vous parler de ce qu'on appelle les bulles anti-accès, donc des systèmes d'armes extrêmement performants qui interdiraient à nos forces d'approcher de certains points. Et bien on a vu comment on pouvait supprimer ce genre d'armes avec des techniques extrêmement intéressantes. Donc c'était vraiment un exercice particulièrement innovant que nous renouvellerons dans 2 ans. Alors je ne vais pas vous faire peur avec ce slide, mais c'est pour vous parler effectivement de ce qu'on appelle les effets de levier. Comme je vous le disais, faire un nouveau navire de combat, ça prend 15 ans. Or les crises sont là. Donc l'idée de l'amiral, c'est d'avoir ce qu'on appelle des effets de levier ou des exhausteurs de capacité. C'est-à-dire sur les bâtiments que l'on possède, développer une nouvelle technologie, avoir par exemple des systèmes de traitement de données plus performants pour permettre à nos industriels de mieux régler nos radars, utiliser plus de drones. Bref, énormément de sujets sur lesquels on travaille. On a loué des drones, par exemple une entreprise norvégienne, pour aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur, pour ensuite pouvoir en acquérir, mais se faire déjà une première expérience. Et donc vous voyez donc ce panel extrêmement large d'efforts que nous menons à l'heure actuelle pour justement faire mieux avec développer la létalité et l'efficacité militaire des moyens que nous disposons à l'heure actuelle. Voilà, et enfin, dernier point qui est essentiel, eh bien les partenariats. L'amiral Vendier a eu tendance à dire qu'avant, nous avions besoin de gens polis pour aller prendre le thé à 4 heures. Maintenant, on cherche des copains d'enfance pour aller se battre dans les bars le soir. Voilà un peu notre idée, c'est vraiment trouver des partenaires extrêmement fiables avec lesquels nous savons que nous pourrons effectivement aller vers les missions les plus exigeantes. Alors, vous voyez, j'ai cité effectivement, là, par exemple, ce que nous faisons au large de l'Afrique pour les missions de lutte contre la pêche illégale, mais ça peut être l'Inde, qui est un acteur énorme, évidemment, ne serait-ce que par son poids politique, démographique et militaire en Indo-Pacifique, nos partenaires de l'Union européenne, de l'OTAN, bien sûr, et un focus très particulier sur les Américains, puisqu'on travaille de manière très associée avec leurs porte-avions. On assure la protection antiaérienne de leurs porte-avions avec nos frégates. On fait apponter nos Rafales sur leurs porte-avions. Eux-mêmes viennent, et quand nous étions le 24 février en Méditerranée orientale, vous aviez une frégate américaine qui assurait la protection du Charles de Gaulle. Donc c'est véritablement une relation extrêmement forte, pour certains qui me poseraient peut-être la question, qui n'a pas varié malgré la crise australienne des sous-marins. L'amiral était encore à Washington la semaine dernière. Et puis des opérations que nous menons avec les Britanniques et les Américains pour la dissuasion nucléaire, je vous en ai parlé, qui sont dans le nord de l'Atlantique. Voilà. Et je crois que c'est mon dernier slide. Oui, j'en ai terminé. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. On a un peu de temps pour un échange. Alors, vous avez accepté de vous prêter au jeu de l'échange. Est-ce que d'aucuns ont envie de profiter de cette expérience incroyable pour en savoir un peu plus, hein? Moi, j'avais une première question sur l'Ukraine. Je vous en prie. Vous avez parlé des conséquences pour nous, de la façon dont vous l'avez vécu. Très concrètement, quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors, je peux vous en dire quelque chose, effectivement, sans doute pas tout, mais quelque chose. Ce qui a été assez habile, je pense, de la part de la Russie, ça a été, en amont de cette crise, eh bien, de faire rallier énormément de navires qui venaient de la flotte du Nord, qui venaient même de la flotte du Pacifique, pour arriver à ce qu'on appelle un fait accompli, c'est-à-dire une masse de navires telle qu'un certain nombre d'options militaires, si elles avaient été choisies, auraient été, pas impossibles, mais éminemment risquées, et avec un risque d'escalade tout à fait massif. Vous avez noté aussi les Turcs qui ont décidé de, selon les accords, enfin la Convention de Montreux, de bloquer le passage des détroits aux navires militaires, ce qui était tout à fait légitime de leur part, mais qui était aussi un élément qui a compliqué l'analyse de situation. À l'heure actuelle, on en est finalement à une mer Noire qui est un lac russe, et donc une Russie qui assure un blocus de l'Ukraine et qui est en train de l'asphyxier économiquement, puisque les exportations de céréales pour l'Ukraine sont fondamentales, et elles le sont pour beaucoup de pays qui attendent ces céréales avec impatience. Alors il y a énormément de discussions à l'heure actuelle sur sommes-nous capables d'aller ouvrir un corridor entre Odessa et les détroits turcs. Il y a des questions des mines que nous pourrions traiter, bien sûr. Et puis,
il y a effectivement la question d'une confrontation et d'un risque d'escalade avec la Russie qui n'est pas négligeable. Vous avez sans doute vu les combats assez féroces qui ont eu lieu sur ce qu'on appelle l'île aux serpents, qui est une île qui est juste en face de l'embouchure du Danube, pas très loin de la Roumanie, et qui est parfaitement sur la route d'Odessa. Et la maîtrise par la Russie de ce point clé fait qu'effectivement, toute initiative militaire serait particulièrement complexe à mener s'il fallait faire ce genre de choses. En revanche, et là c'est beaucoup plus maritime que naval, on peut noter l'incroyable dynamisme du monde du shipping et du monde des traders qui ont réussi effectivement à recréer un flux logistique vers le port de Constanța via des chemins de fer, via des routes, via des barges, pour amener une partie du blé et des céréales ukrainiennes jusqu'à Constanța qui ensuite peut partir avec des navires. Et ça, c'est quelque chose que nous suivons avec beaucoup d'attention. Est-ce que nous interviendrons en mer Noire? Je ne peux absolument pas vous le dire, voilà, à l'heure actuelle. Mais c'est une situation, évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer dans cette zone et qui seront effectivement au cœur qui sont au cœur de nos réflexions, bien sûr. Ça semblait avoir répondu à toutes les questions. Ah, j'arrive. Bonsoir, Frédéric Denève du Garex. Merci beaucoup pour cette brillante synthèse. Une question relative à l'importance des moyens maritimes français. On parle de la France comme étant le pays qui a le deuxième territoire maritime après les États-Unis. Oui. Ça sous-entend évidemment de nombreux moyens pour exercer la souveraineté de la France sur ces espaces. Est-ce que vous croyez que la France aujourd'hui seule peut assumer ce rôle et cette souveraineté, ou faut-il accélérer une forme de coopération européenne pour nous permettre de mieux contrôler ces espaces maritimes français? Merci, c'est une excellente question. À l'heure actuelle, finalement, dans l'Indo-Pacifique, qui est la zone la plus intéressante, je pense, sur ces questions, on a 12 navires. 12 navires pour protéger nos ZEE, c'est grand comme l'Europe. L'amiral Prazuc, qui précédait donc au poste de chef d'état-major de la marine, l'amiral Vendier, disait que c'est un peu comme si nous avions une 4L pour contrôler le territoire métropolitain pour la gendarmerie. Et c'est un peu ça. En revanche, ce que nous avons, ce sont des satellites. Alors, nous, non, ce n'est pas la marine, d'ailleurs, ce sont des start-up, des entreprises françaises qui ont des technologies incroyables. J'ai vu que vous aviez, je crois que vous travaillez avec Unseen Labs, ou Unseen Labs interviendra. Et c'est une entreprise remarquable, une start-up française qui fait mieux que son concurrent américain et qui nous apporte des informations extrêmement utiles pour savoir où intervenir au bon moment. Et donc, on a des aéronefs, ensuite, on a des navires qui vont aller intervenir. Mais à nouveau, si certains de nos compétiteurs décident de mettre une pression supérieure sur nos zones économiques exclusives, se posera là une vraie question, et peut-être qu'effectivement, nous aurons besoin de partenaires à ce moment-là pour aller protéger nos ZEE. S'il y a un endroit pour le moment où nous cherchons à attirer notamment nos partenaires européens, c'est beaucoup plus le nord de l'océan Indien. Parce que, comme je le disais, la décontinentalisation des flux énergétiques fait que le flux qui part du Golfe et qui monte vers l'Europe va devenir véritablement important. Et vous passez par Hormuz, vous passez par Bab el-Mandeb, qui sont des endroits fragiles et qui le seront peut-être encore plus à l'avenir, et pour lesquels il est essentiel que l'ensemble des pays européens interviennent. Alors, on a l'opération Atalanta, qui est l'opération de lutte contre la piraterie, qui existe toujours, et qui est finalement la seule opération navale dans les 20 dernières années qui a vraiment réussi. Parce qu'elle a réussi, parce que l'Europe a mis énormément d'outils autour. La DG ECO a apporté de l'aide humanitaire, vous avez eu de l'aide diplomatique, politique, économique à l'ensemble du bassin somalien. Et c'est pour ça que cette opération a réussi, c'était extrêmement bien mené. Vous avez une opération européenne, mais qui n'est pas de l'Union européenne, j'en suis désolé, c'est un peu subtil, mais qui protège le détroit d'Ormuz. Et puis, ce qu'on appelle le Coordinated Maritime Presence, qui est une nouvelle initiative européenne qui va permettre de savoir qui vient et quand dans cette zone-là. Donc on essaie vraiment d'attirer nos partenaires européens, ils sont déjà présents d'ailleurs, pour arriver encore plus en nombre, pour protéger cette zone qui sera clé dans les années qui viennent. Bon. Pascal Dubois, Sésame, j'ai juste une question concernant la coopération franco-américaine. Oui. Vous nous dites qu'elle est assez étroite, et même de plus en plus étroite. Oui. Et quand on parle du conflit ukrainien, on pense un peu automatiquement au conflit potentiel à Taïwan. Et donc je m'interroge sur le fait de cette collaboration très étroite qui pourrait entraîner la France sur des chemins plutôt compliqués. Donc j'aimerais votre avis là-dessus. Bien sûr. Alors, la décision de ce qui pourrait se faire en partenariat et en soutien des Américains sur Taïwan, vous imaginez bien que ce n'est pas le capitaine de vaisseau Yann Briand qui va décider. C'est un niveau un peu supérieur. C'est bien évidemment une décision du président.
En revanche, ce sur quoi nous, on peut déjà réfléchir avec l'amiral Gildea, donc, qui est le CNO, le Chief of Naval Operations, c'est finalement où est-ce qu'on est le plus pertinent et où est-ce qu'on est le plus efficace. Donc ça ne préjuge en rien des décisions politiques, mais force est de constater que Taïwan, c'est très loin. Et finalement, c'est aussi loin que le détroit de Bab el-Mandeb peut l'être de San Diego. Et finalement, une zone où nous, on intervient régulièrement avec le Charles de Gaulle, et une zone qui se prête beaucoup aux opérations d'un carrier Sky Group, donc d'une force autour d'un porte-avions, c'est vraiment l'océan Indien. On a nos points d'appui, on a la Réunion au sud, on a Djibouti, on a une base que nous avons aux Émirats Arabes Unis, on a beaucoup de partenaires, on connaît cet endroit. Donc, sans doute que s'il fallait faire quelque chose, avec nos partenaires européens d'ailleurs, ce serait potentiellement dans cet endroit-là, à nouveau pour protéger nos flux énergétiques, donc il y a vraiment un intérêt pour l'Europe, mais peut-être éventuellement pour gêner des flux qui partiraient plutôt vers l'Est. Donc voilà peut-être un endroit où nous serions nous efficaces. Après, est-ce que le président voudra qu'on intervienne directement sur Taïwan? C'est un choix éminemment politique, mais à nouveau c'est très loin. C'est une zone où on est présent régulièrement, certes, mais pas en permanence ou en quasi-permanence. À noter qu'il y a 2 ans, nous y avons déployé un sous-marin nucléaire d'attaque et c'était une belle performance et nous y avons appris beaucoup. Néanmoins, à nouveau, l'océan Indien est sans doute un endroit que nous maîtrisons parfaitement bien. Voilà. Alors, peut-être une dernière question. Si on se projette dans le futur, 2030 ou 2034, pour reprendre le titre du livre que vous citiez, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous fait peur à cet horizon un peu plus lointain? Vous voyez, alors pour vous raconter un peu ma vie, je suis célibataire géographique, donc ce matin j'ai encore quitté la maison en regardant mes filles qui dormaient, donc ça m'inquiète parce que je pense que mes filles vont grandir dans un environnement assez particulier. En fait, ce qui nous inquiète à partir de 2035-2040, la menace qui sera sans doute prépondérante, ce sera le dérèglement climatique. Ça peut sembler étonnant qu'un militaire parle de ça. Il y avait à Londres une réunion donc, entre le First Sea Lord, le CNO et l'amiral Vandier il y a un mois. Un des sujets abordés, c'était le dérèglement climatique. Parce que derrière le dérèglement climatique, vous aurez alors très directement des événements climatiques violents, mais aussi beaucoup de crises qui seront induites par ce dérèglement. On sait que les ressources halieutiques vont bouger, vont migrer, vont aller vers des eaux plus froides. Et puis, si on va au-delà du dérèglement climatique, il y a la protection de la biodiversité aussi. Toutes ces questions vont mettre en stress énormément de populations, vont renforcer les compétitions. Et donc, la première menace, ce sera probablement celle-là. Après, restera, j'ose espérer que la sagesse humaine nous amènera en 2040 à avoir réglé les problèmes avec les grands compétiteurs du moment et qu'on aura trouvé un équilibre plus ou moins acceptable. Il n'en reste pas moins que le dérèglement climatique, lui, sera là. Voilà ce qui m'inquiète quand je quitte mes filles lundi matin à Aix-en-Provence. Est-ce que vous avez un message pour nos assureurs maritimes et les spécialistes voilà, en guise de conclusion? Qu'est-ce que je sais que vous auriez voulu avoir un échange peut-être plus nourri, mais alors justement, adressez-leur peut-être les mots que vous ne pourrez pas adresser ce soir. Je pense que ce qui est essentiel, parce que nos sphères de préoccupation se recoupent très largement, c'est de faire circuler l'information. Les données qui circulent sont massives. Il faut qu'on trouve les passerelles, les bonnes passerelles pour faire en sorte que la marine puisse anticiper les crises de demain. Peut-être que c'est vous qui avez déjà dans vos informations, en les recoupant, des informations qui vont nous permettre de savoir que la prochaine crise ne sera peut-être pas forcément à Taïwan, mais sera peut-être plus en Corée du Nord, sera peut-être plus dans le détroit de Bab el-Mandeb ou ailleurs. Et finalement, par cet échange d'informations, ça veut dire que ce n'est pas à sens unique, la marine doit aussi être capable de vous en fournir, eh bien, vous serez plus efficace dans votre travail et nous, on sera plus efficace dans le nôtre. Ce qui me semble être fondamental dans un monde extrêmement compliqué comme celui dans lequel on s'apprête à vivre. Voilà. Merci beaucoup, commandant. Merci. Merci.